Alform, Patrick Iso, bonjour. Bienvenue à votre session Windows Server 2016, installation et configuration. Dans cette session, nous allons aborder les configurations possibles sur un serveur core. Pour configurer un serveur core, étant donné que vous n'avez pas vos consoles MMC, il n'y a pas d'interface graphique, pour éviter une configuration à base uniquement de PowerShell, ce qui n'est peut-être pas très confortable pour certains administrateurs, Microsoft fournit un utilitaire particulier, l'exécutable sconfig, qui va permettre très simplement de configurer notre serveur. Sconfig, en fait, c'est un menu batch avec des choix numérotés et qui va nous permettre de faire les configurations de base minimales sur notre serveur core pour pouvoir l'intégrer, c'est l'objectif, le plus rapidement possible à notre domaine Active Directory. Quelles seront les configurations plus ou moins obligatoires avant d'intégrer donc notre serveur à notre Active Directory? Il est conseillé d'abord d'appliquer toutes les mises à jour, les Windows Update de Microsoft, de renommer bien sûr votre ordinateur, de lui affecter des paramètres IP, sans oublier l'adresse de serveur DNS qui permettra la localisation du domaine et son intégration, paramétrer aussi éventuellement le pare-feu, ajuster les paramètres de date et heure, ça c'est important, il faut qu'il n'y ait pas de désynchronisation horaire entre le serveur core et le domaine, cela pourrait empêcher l'intégration au domaine. Et pour terminer, l'activation de la licence de notre serveur core. Passons maintenant à la partie démonstration. Dans le paramétrage de base appliqué à notre serveur core, nous allons commencer par tout ce qui est paramétrage TCP/IP. Utilisons la commande classique ipconfig pour vérifier les paramètres actuels et nous voyons que le serveur dispose actuellement d'une adresse en 169.254, une adresse APIPA, ce qui signifie qu'il ne dispose pas encore d'adresse TCP/IP correcte. Pour lui affecter une adresse, nous allons utiliser le fameux utilitaire sconfig, le fameux menu fourni par Microsoft qui permet de faire toutes les configurations de base nécessaires sur notre serveur core. Et nous avons ici l'option 8 qui va nous permettre d'appliquer tout ce qui est paramètres réseau. Donc je tape 8, je valide. Et ensuite ici, je vois que je retrouve l'adresse TCP/IP affectée à ma carte. Je dispose aussi, comme vous le notez ici, d'une deuxième carte réseau. Celle-ci sera utilisée pour une connexion sur Internet. Elle nous servira ultérieurement pour appliquer tout ce qui est mise à jour Windows Update sur notre serveur. Pour configurer une carte, il faut d'abord noter sa valeur d'index. C'est avec cette valeur d'index que nous pourrons manipuler les paramètres TCP/IP de la carte. Ma première carte a la valeur d'index 1. Je tape donc la valeur d'index de la carte à manipuler, 1, et je valide. Je vais ensuite choisir le menu 1 pour définir l'adresse de la carte réseau, donc 1 et entrée. Je peux taper la lettre D pour une configuration DHCP, ou S pour une configuration statique, donc S ici, et il ne me reste plus qu'à rentrer mon adresse TCP/IP. Choisissons d'appliquer une configuration 10.0.0.101 pour notre serveur core. Je valide. Pour le masque, on nous indique que si je laisse vide, cela équivaut au masque par défaut, ça me convient. Sinon, je peux le retaper aussi, 255.0.0.0. Et il n'y a pas de passerelle, je laisse ce champ vide et je valide. Je vois ici, dans l'assistant sconfig, que l'adresse a bien été appliquée avec le bon masque. Je peux le vérifier aussi différemment, en utilisant d'abord l'option 4 pour revenir au menu principal, puis en utilisant l'option 15 pour quitter l'utilitaire sconfig. Et là, je vais relancer une commande ipconfig, et je vois qu'effectivement ma carte réseau est bien paramétrée en 10.0.0.101. Essayons maintenant d'effectuer un ping vers le serveur S1, vers 10.0.0.1. Vous voyez que le ping réussit. Par contre, si je passe sur mon serveur S1 de Alform et que j'essaye d'effectuer un ping vers mon serveur core, ping 10.0.0.101, vous voyez que pour le moment, le ping échoue. C'est normal, le pare-feu est actuellement fermé sur le serveur core, c'est la configuration par défaut. Voyons donc comment modifier les paramètres du pare-feu sur le serveur core pour autoriser le ping. Pour gérer le pare-feu, la méthode la plus simple est de le faire en PowerShell. Donc passons par le gestionnaire de tâches,
puis le menu Fichier exécuté et lançons une commande PowerShell. Pour voir les règles de pare-feu actives, nous allons utiliser l'appelette get netfirewall rule avec le filtre étoile FPS étoile. En fait, ce que je souhaite obtenir, c'est uniquement les règles de pare-feu concernant le partage de fichiers imprimante. D'où le filtre FPS pour File Printer Sharing. Si j'exécute cette commande, je vais bien avoir toutes les règles de pare-feu, mais vous voyez que pour le moment, le résultat est très peu lisible, trop de règles et trop de propriétés. Pour chaque règle, j'obtiens en effet le nom de la règle, mais également toutes les propriétés associées. Essayons de rendre cela un peu plus lisible en passant le résultat de cette première commande avec un pipe à une deuxième commande, une commande format list, qui va demander à lister uniquement le nom, je le colle ici, et la propriété enable, qui est l'état en fait de la règle. False si la règle est désactivée ou true si la règle est active. Ici, la règle est pour le moment désactivée. Je copie et je colle le nom de ma colonne et j'exécute à nouveau. C'est un peu plus lisible. Je n'ai maintenant plus que le nom et l'état de chaque règle de pare-feu. Rendons cela encore un peu plus lisible en utilisant plutôt un format table qu'un format liste. Parfait. J'ai maintenant toutes les règles concernant le partage de fichiers imprimantes et je peux voir que ces règles sont pour le moment à la valeur false, c'est-à-dire qu'elles sont bien désactivées. Essayons de changer l'état pour activer ces règles. Pour cela, utilisons la même commande, getNetFirewallRule pour récupérer toutes les règles de partage fichiers imprimantes et passons l'ensemble de ces règles à la commande enableNetFirewallRule qui va activer ces règles. Vous voyez ici toute la puissance de PowerShell. En une seule ligne, je peux récupérer un ensemble de règles de pare-feu et les activer. Je valide. C'est fait. Rappelons la commande précédente pour afficher l'état des règles. Et je vois qu'effectivement, toutes mes règles sont maintenant passées à la valeur true. Les règles de pare-feu sont bien ouvertes. J'ai donc ouvert toutes les règles concernant le partage de fichiers imprimantes. Et vous voyez que ces règles ici incluent des règles ICMP-v4 et ICMP-v6. Ce qui signifie que j'ai également ouvert la commande ping vers le serveur core. Repassons sur le serveur S1 pour vérifier et relançons un ping vers le serveur core. Et vous voyez que maintenant, c'est OK, ça passe. Nous allons maintenant relancer l'utilitaire sconfig pour passer à la configuration suivante. Toujours dans les paramètres réseau, donc option 8. Toujours pour la carte avec l'index 1. De façon à définir maintenant les adresses de serveur DNS pour cette carte. Il s'agit donc de l'option 2 ici. Et après avoir tapé le nom de l'option, il ne me reste plus qu'à taper l'adresse du serveur DNS préféré, 10.0.0.1, et je valide. Un pop-up indique que le serveur DNS préféré a été défini. OK. Je pourrais éventuellement définir un serveur DNS secondaire. Il n'y en a pas ici, donc je laisse le champ vide et je valide. Et je vois déjà ici qu'un serveur DNS préféré a bien été défini. Je pourrais aussi effacer les paramètres de serveur DNS si c'était souhaitable. Je vais retourner au menu principal, puis utiliser l'option 15 pour sortir de l'utilitaire sconfig et vérifier ce même paramétrage à l'aide d'un classique ipconfig. Un ipconfig/all plus précisément, et je vois que parfait, j'ai bien pour mon adresse IP ici un serveur DNS qui est bien maintenant défini. Relançons l'utilitaire sconfig pour passer à la configuration suivante. Nous allons maintenant modifier le nom de l'ordinateur. Après installation, mon serveur core a un nom prédéfini, commençant par win- et des valeurs alphanumériques. Nous allons changer ce nom pour attribuer le nom score à notre serveur core. Donc option 2, entrer le nouveau nom de l'ordinateur. Je vais saisir score et je valide. On m'indique que l'ordinateur doit maintenant être redémarré. Oui. Après redémarrage, je me relogue en tant qu'administrateur avec mon mot de passe complexe AZERTY1 et je relance le sconfig où je peux vérifier que mon nom d'ordinateur a bien été modifié en score. Autre configuration, la date et l'heure. Donc je vais passer sur l'option 9
Et je vois que je retombe sur un utilitaire graphique que l'on avait déjà vu. On avait déjà vu cet utilitaire quand on cherchait s'il restait quelques utilitaires graphiques disponibles sur un serveur core. Et avec cet utilitaire, nous allons pouvoir modifier la date et l'heure ainsi que le fuseau horaire de notre serveur core. C'est utile dans le sens où l'on sait qu'il faut éviter tout décalage horaire important entre le serveur core et les contrôleurs domaine pour pouvoir réussir l'intégration au domaine. Je vais ici donc changer le fuseau horaire, ou en tout cas vérifier que le fuseau horaire est correct. Paris Madrid pour nous, c'est OK. Je peux laisser la case ajuster l'horloge pour l'heure d'été. Par contre, je décocherai m'avertir lorsque l'horloge est modifiée, pas la peine de générer des pop-ups sur un serveur core. Et puis je valide avec OK. Dans l'étape suivante, nous allons nous occuper de l'activation de Windows. Le menu OS. Je peux ici afficher des informations de licence actuelle. Allons-y, menu 1. Et je vois que je suis sur un serveur Data Center Évaluation avec une clé de licence qui a déjà été saisie, mais que par contre, ma licence va expirer dans 139 jours. La licence n'est pas encore activée. Avant d'effectuer le menu 2 pour activer Windows, je pourrais utiliser le menu 3, si nécessaire, pour installer la clé de mon produit. Essayons ce menu, option 3, et je peux ici saisir, si nécessaire, ma clé de licence. J'annule, et je vais utiliser l'option 2 pour activer ma licence actuelle. Bien sûr, cette activation requiert une connexion à un serveur KMS interne ou une connexion Internet pour une activation sur Internet. Ici, vous vous rappelez que j'avais une deuxième carte qui était connectée à Internet. C'est donc une activation par Internet qui a été réalisée. Et vous voyez que c'est OK. On me dit que le produit a bien été activé. Dans la prochaine étape, je vais appliquer les Windows Update, c'est-à-dire les mises à jour Windows sur mon serveur core. Pour cela, vérifions à nouveau que je suis bien connecté à Internet à l'aide d'un simple ping www.google.fr. La connexion Internet fonctionne sur ma deuxième carte. Parfait. Et nous allons sélectionner l'option 5, paramètres de Windows Update. Vous voyez que le paramètre est actuellement à manuel, ce qui signifie que les mises à jour ne sont pas activées automatiquement. Elles ne peuvent être pour le moment qu'appliquées de façon manuelle. Je rentre donc dans le menu 5. Et ici, je dois choisir lettre A pour des mises à jour totalement automatiques, lettre D pour un téléchargement automatique des mises à jour, mais être ensuite prompté pour me demander si je veux les appliquer, ou M si je veux appliquer uniquement des mises à jour manuelles. Je vais saisir la lettre A pour passer sur des mises à jour qui s'appliquent automatiquement sur mon serveur core. L'activation des mises à jour automatiques est maintenant confirmée. Elle sera appliquée tous les jours à 3 heures, c'est le paramètre par défaut. OK. Et je vois que mon paramètre Windows Update est maintenant bien passé à automatique. Téléchargeons quand même les dernières mises à jour de façon manuelle pour que ça soit fait de façon immédiate sur notre serveur core. Pour cela, je vais choisir l'option 6, télécharger et installer les mises à jour. Donc option 6. Et on me demande si je veux taper la lettre T pour rechercher toutes les mises à jour ou R pour ne rechercher que les mises à jour recommandées. Donc je vais saisir la lettre R pour une recherche uniquement des mises à jour recommandées. Et ici, on est parti sur Internet. Alors bien sûr, cette manip que j'ai écourtée ici dans la démonstration peut prendre un certain temps. Notre système est en train de rechercher et collecter toutes les mises à jour recommandées depuis Internet. Lorsque cette collecte sera terminée, vous obtiendrez la liste des mises à jour applicables sur votre ordinateur. Les mises à jour sont listées à partir de numéros et avec le numéro de KB correspondant. Je vois que j'ai donc 3 mises à jour ici applicables avec leur numéro de KB correspondant. Je peux choisir lettre T pour appliquer toutes ces mises à jour, ou N pour en appliquer aucune, ou S pour sélectionner la mise à jour que je veux appliquer. Essayons d'appliquer une seule mise à jour. Je vais donc utiliser la lettre S pour sélectionner ma mise à jour. Il ne me reste plus qu'à taper le numéro de la mise à jour à appliquer. Je saisis 1 et le téléchargement de ma première mise à jour démarre. Là aussi, l'opération peut prendre un certain temps. À la fin du téléchargement, le système passe à la phase d'installation des mises à jour. Là aussi, ça peut prendre un certain temps. Et lorsque c'est terminé, nous avons une information qui nous indique ici que l'opération a réussi.
et qu'un redémarrage est requis pour terminer l'application de ces mises à jour. Je vais donc cliquer oui pour un redémarrage immédiat. Le Savoir Core redémarre. Alors comme il n'y a pas d'interface graphique sur un Savoir Core, vous voyez que le pourcentage d'application des mises à jour est indiqué ici sous forme texte. Je peux donc suivre très précisément l'application de ces mises à jour. 100%, c'est fait. Les mises à jour sont maintenant appliquées à mon Savoir Core. N'hésitez pas à consulter les liens donnés dans la partie ressources de cette session pour avoir plus d'informations sur comment intégrer un Savoir Core dans un domaine Active Directory. Merci d'avoir suivi cette session.